Bonjour à tous et je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité parce que je suis un élément exogène, je ne suis pas bretonne mais bas-normande et justement je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on fait nous à l'université de Caen, Basse-Normandie, sur les questions de restauration sur les hydrosystèmes. Je vais parler au nom de mon laboratoire, je prends cette liberté-là, bien que je sois seule aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu justement les approches complémentaires qu'on peut mener dans mon équipe. Je vais prendre 2 secondes aussi pour me présenter un peu plus en détail, parce que vous allez voir, ça peut vous intéresser en termes de trajectoire et de perception des cours d'eau. Donc moi j'ai fait ma thèse sur des cours d'eau dynamiques, à charge grossière, affluents du Rhône, et j'ai travaillé sur l'impact EDF sur la charge de fond des systèmes à assez forte énergie. Autant vous dire que quand j'ai pris mes fonctions à l'université de Caen et que je commençais à sortir un peu sur le terrain et que je me suis frottée au cours d'eau bas-normand, je ne vais pas dire que j'ai frôlé la dépression, loin de là, mais ça m'a ouvert justement de nouvelles perspectives et je me suis rendu compte que finalement, tout ce que je connaissais sur les cours d'eau, le fonctionnement géomorphologique, ça tenait plus beaucoup et qu'il y avait beaucoup de questions qui se reposaient. Donc mon premier réflexe, ça a été d'aller sur le terrain et d'aller à la rencontre des gestionnaires pour voir quelles nouvelles questions, justement, en termes de gestion, émergeaient de ce gap, j'ai envie de dire, finalement, entre des guides de gestion et des représentations de cours d'eau très dynamiques qu'on peut avoir, et puis la réalité terrain. Et ça m'a permis d'identifier peut-être des questions par rapport aux outils existants qui ont le mérite d'exister et qui sont déjà de grandes marches en avant, je n'en mets pas du tout ça en cause, mais qui font émerger, qui ne répondent pas à toutes les questions et certains problèmes demeurent. Et notamment, ça peut être lié en partie à un problème d'échelle. Si on prend les hydro-écorégions, par exemple, en Basse-Normandie, on peut voir qu'au sein du même hydro-écorégion, les tables calcaires, on peut avoir des systèmes qui sont extrêmement différents, comme par exemple la Dive, qui est un cours d'eau plutôt marécageux, très faible énergie, très peu dynamique. Et puis juste à côté, sur la même hydro-écorégion, on a la Vie, par exemple, où là, on est obligé de mettre des protections latérales, tellement la dynamique latérale est importante, avec des problèmes de gestion foncière, des haras, etc., qui sont derrière. Donc déjà, un problème d'échelle, parce que ce sont des outils, très souvent, qui sont mis en place à échelle nationale et qui ont du mal à intégrer la diversité régionale, et même intra-régionale, parce que ce n'est pas non plus leur vocation initiale. Et puis, on a regardé également les stations de référence. Quand on regarde les stations Caris, il y a, si je peux me permettre juste une petite réflexion, c'est que on voit quand même qu'il y a une distinction dans la répartition de ces stations entre le sud de la France et le nord, et qu'en Basse-Normandie, par exemple, on n'a que 15 stations de référence. Et finalement, même si on a l'impression que c'est assez homogène, le fonctionnement des cours d'eau faible énergie bas-normand, on a quand même une grande diversité interne qui a du mal à être appréhendée par ça. Se pose également la question de l'altération. Qu'est-ce qu'une station altérée ? Nous, en Basse-Normandie, j'y reviendrai, on a des systèmes qui sont très fortement anthropisés depuis très longtemps. Donc la notion d'altération, on peut la discuter dans plein de sens différents. Et puis, une autre question, c'est la validité de ces stations de mesure, et puis surtout en quoi elles sont représentatives de cette diversité et comment partir de mesures ponctuelles et extrapoler ça pour avoir une gestion à l'échelle du réseau ou même à l'échelle de la région. Donc finalement, on se rend compte que ces problèmes-là, ça se retrouve aussi dans beaucoup d'autres régions, et c'est pour ça que d'autres régions ont été amenées à développer des outils propres pour soutenir les actions de gestion et de restauration. J'entends aussi par là, par exemple, la région RMC, qui a développé une multitude de guides spécifiques aux cours d'eau forte énergie. Et donc on reste par rapport à un manque de référentiel important. Alors là, je me mets plutôt maintenant avec la casquette de gestionnaire, de scientifique. Ce manque de connaissances, c'est aussi de notre faute. C'est très net, parce qu'il y a un manque de reconnaissance des cours d'eau de faible énergie qui sont assez peu étudiés. Il y a un tropisme scientifique très naturel qui va vers les cours d'eau dynamiques à charge grossière. Et on investit peu sur le champ scientifique, sur ces cours d'eau de faible énergie à faible mobilité. Je me suis amusée comme ça à aller voir le fichier central des thèses et on voit que depuis 1985, alors je me suis arrêtée à 2012, mais finalement il n'y a que 5% des thèses en géomorphologie fluviale qui ont été soutenues sur le sujet de, j'appelle ça les boring rivers, c'est pas du tout insultant, mais c'est les rivières un petit peu pénibles à étudier parce qu'il s'y passe pas a priori beaucoup de choses. Donc on va plutôt se tourner vers des systèmes où il se passe beaucoup de choses. Donc finalement, le peu d'études qui existent montrent néanmoins que ces systèmes, s'ils ne sont pas très dynamiques, ils ont quand même des spécificités qui sont très intéressantes et qui sont importantes.
Et puis, on se rend compte aussi que du fait de ces spécificités, c'est difficile de transposer l'ensemble des connaissances actuelles sur le fonctionnement de ces systèmes-là. Donc, on a un manque de connaissances des processus qui guident la morpho, le fonctionnement morpho, etc. sur ces cours d'eau-là. Donc, pourquoi est-ce que je vous expose ça? C'est pour vous dire d'où on vient à peu près au laboratoire et ce vers quoi maintenant on tend et ce sur quoi on travaille. Donc je vais principalement vous présenter 3 grands axes de nos réflexions actuelles. Vous ne paniquez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous brosser un petit peu le panorama de ce qu'on cherche à définir et à travailler. Dans un premier temps, nos premières questions, c'est avant tout, qu'est-ce qu'un cours d'eau bas normand? Je dis bas normand, mais je pourrais élargir ça à qu'est-ce qu'un cours d'eau de faible énergie. Là-dessus, on travaille à partir de typologies fonctionnelles, donc ça c'est une approche plutôt classique, et pour ça, on part de la base CIRA, et notre objectif, c'est d'essayer d'affiner un petit peu cet instrument, qui est un instrument basé principalement sur de la modélisation de facteurs, etc. Essayer de regarder un peu sa validation au niveau régional, ou même d'affiner et de rentrer des spécificités qui sont propres à la basse Normandie. Par exemple, intégrer les 14... au moins les 14 pays hydrologiques qu'a pu définir un de mes collègues en hydrologie. On voit que le fonctionnement hydrologique à l'échelle régionale est extrêmement complexe, extrêmement diversifié. Donc notre objectif, c'est d'intégrer toute cette diversité à l'échelle régionale. Répondre à cette question aussi de qu'est-ce qu'un cours d'eau bas normand, ça nous permet de venir frôler, aborder la notion d'état de référence sur ces cours d'eau à faible énergie. Surtout, comme je vous l'avais déjà dit, nous sommes sur des systèmes qui sont très anciennement anthropisés et très fortement anthropisés. Quasiment, vous avez un aménagement hydraulique quasiment tous les 3-4 km en Basse-Normandie. Donc, c'est des aménagements qui sont extrêmement denses. Donc, dans cette logique-là, on a essayé d'approcher cette question de l'état de référence par 2 entrées différentes. La première, par un échange avec les gestionnaires pour nous aider à définir ce qui, d'après eux, pourrait servir d'état de référence. Qu'est-ce qu'un bon cours d'eau pour les gestionnaires? Et donc, en les démarchant, en allant les voir individuellement, etc., on a pu définir comme ça 30 sites qu'eux estimaient étant de référence, et on a commencé à les caractériser au niveau géomorpho. Alors, ce qui est toujours très intéressant de voir, c'est que je vais essayer de vous superposer ces 30 sites sur une carte de la région, et on voit que c'est un petit peu toujours les mêmes types de pays hydrologiques, notamment, qui reviennent dans la définition d'un état de référence. Ça veut dire que dans la perception de ce qu'est un bon fonctionnement géomorphologique pour les gestionnaires, on a toujours tendance à revenir vers le même type de système. Donc on n'intègre pas dans cette notion de ce qu'est un bon état la diversité régionale. Donc c'était assez amusant à traiter. Et une autre façon aussi d'aborder cette question d'état de référence, c'est que ça a déjà été discuté suite à la première intervention, c'est qu'on est rarement dans un état stable. On est sur des états, sur des systèmes qui évoluent dans le temps, dans l'espace. Et puis quand on est sur un système fortement anthropisé, qui vient d'une trajectoire assez ancienne, où aller le chercher cet état de référence, à quoi ça correspond? Et là, je fais plutôt appel aux travaux de mon collègue Laurent Lespès, qui vont maintenant habiter sur Paris, mais qui continue à investir beaucoup en Basse-Normandie, qui a pu démontrer comme ça que les cours d'eau en Basse-Normandie, depuis, vous voyez, le Mésolithique, ont changé de forme et de type de fonctionnement. Et ce qu'on voit, c'est que depuis plusieurs millénaires, on assiste à un engraissement de ces cours d'eau. Ils ont tendance à se gaver en sédiments fins et à s'aggrader. Et cette trajectoire, elle est loin d'être naturelle, et depuis près de 1000 ans, elle a été très largement accélérée, cette sédimentation, par justement des aménagements anthropiques, qui peuvent être diverses. Par exemple, c'est de l'alluvionnement volontaire pour des questions de pratique agricole, où on fait volontairement déborder le cours d'eau et volontairement sédimenter les marges fluviales. Ou encore, cette sédimentation peut venir des aménagements hydrauliques, qui favorisent la sursédimentation en amont. Ou encore des pratiques agricoles qui se sont très largement développées au sein de nos petits bassins versants. Et par les pratiques, on augmente les questions des problématiques d'érosion des sols, etc. Un deuxième axe de réflexion qu'on mène dans mon équipe, c'est essayer également de comprendre comment fonctionnent ces systèmes de faible énergie et quels sont les moteurs de la dynamique morphologique. Ce sont des systèmes qui développent en général de faibles puissances. Donc est-ce que finalement, leur fonctionnement actuel, leur géométrie, est-ce qu'elle est plus dépendante de facteurs dits internes, c'est-à-dire de la pente, du débit, etc. ou est-ce que c'est plutôt conditionné par des facteurs externes, comme les aménagements, la végétation, les pratiques anthropiques, etc. Donc pour ça, j'avoue que c'est assez fabuleux de pouvoir collaborer et travailler avec les gestionnaires, parce qu'en plus en Basse-Normandie, ils sont vraiment...
j'imagine qu'en Bretagne aussi, mais en Basse-Normandie, ils mettent en place beaucoup d'actions de restauration et on est en pleine vague de suppression d'ouvrages. Donc j'avoue que pour nous, c'est fabuleux parce qu'on a un laboratoire permanent, continu, à ciel ouvert, pour justement aller questionner la notion de résilience de ces systèmes. Voilà, on intervient dessus. En théorie, ils n'ont pas beaucoup d'énergie, il ne devrait pas se passer grand-chose. Et puis en fait, on voit qu'il se passe plein de choses. Donc en collaboration, en général, quand les gestionnaires mettent en place ces actions de restauration, ils nous appellent et puis on vient mettre un peu notre nez dans le suivi. Comme par exemple ici, là, c'est la suppression du moulin de verre sur la Sienne. Et si je reste sur cette question de restauration du moulin de verre sur la Sienne, l'étude d'impact avait dit, compte tenu de la puissance actuelle du cours d'eau, il ne se passera rien. Allez-y, vous supprimez l'ouvrage, il se passera... Oui. On est en train de perdre l'exposé, ça devient tout bleu. C'est bon? Non. Ça y est. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'il ne s'est vraiment rien passé? Quand on fait des suivis de recul de berge, on voit quand même qu'on a des reculs. En 4 ans, ce n'est pas faramineux. Moi, c'est ce que j'avais... j'avais 10 fois ça dans le cadre de ma thèse à l'échelle annuelle. J'entends bien, on n'est pas sur les mêmes échelles. Mais néanmoins, on voit qu'on a des reculs de berge d'à peu près 1,50 m en 4 ans. Ce qui, finalement, pareil, en termes d'impact pour les populations riveraines, les agriculteurs qui ont leur parcelle agricole, c'est difficile de leur dire que non, c'est négligeable et il ne se passe rien. Donc, s'il se passe quelque chose. Et la question est de savoir quel est le moteur de cette mobilité, par exemple, sur ce site. Parce que quand on regarde un peu le détail des puissances spécifiques, donc sur la petite carte en bas, vous avez en rouge les secteurs qui ont le plus bougé, on voit qu'il n'y a pas vraiment de relation directe entre la puissance sur le site et puis la mobilité latérale. Même celui où ça bouge le plus, je vous l'ai mis en détail ici, on est quand même en deçà des 35 fameuses watts par mètre carré, qui est en général le seuil établi pour déterminer la mobilité d'un système. Puis on voit aussi que ça bouge aussi par là-bas, où on a 6 watts par mètre carré. Et pourtant, on a des reculs de berge de plus d'1 demi-mètre en l'échelle de 4 ans. Donc il se passe des choses sur ces systèmes-là. Et donc notre idée, c'est de travailler aussi sur ces notions de seuil. Et essayer d'établir des seuils de fonctionnement régionalisés qui correspondent aux spécificités de nos systèmes faible énergie, parce qu'on voit que finalement les seuils déjà préétablis ne fonctionnent pas forcément. Et une autre question qui m'intéresse aussi particulièrement dans les moteurs de cette mobilité latérale, c'est la question de la charge de fond. Parce que sur les cours d'eau à forte énergie, on considère souvent que la mobilité latérale, elle est conditionnée par les débits sédimentaires et notamment grossiers. En gros, j'ai un banc de sédiments qui vient se mettre en place, hop, ça oriente les flux sur la berge opposée et on alimente comme ça un cycle d'érosion de berge. Plus ça érode, plus ça dépose en face, etc. Et la question est de savoir, sur un cours d'eau à faible énergie où en théorie la dynamique sédimentaire grossière n'est pas très importante, jusqu'à quel point ce couple-là joue. Et donc, on fait des suivis de recul de berge et puis de déplacement sédimentaire. Et ça m'amène d'ailleurs au troisième et dernier point, j'ai bientôt fini, de mon exposé. Donc, on s'intéresse aussi à la notion de continuité sédimentaire. Parce que ça, c'est une véritable question qui a été assez peu abordée. Donc, quand on parle de continuité sédimentaire, dans mon laboratoire, on cherche à intégrer l'ensemble du transport sédimentaire, ça veut dire depuis les MES jusqu'à la charge grossière, solide de fond de chenal. Donc, j'ai des collègues qui travaillent, moi un petit peu moins, mais sur les transferts de MES, depuis les parcelles agricoles jusque dans le chenal. Donc la question est de savoir, d'accord, les parcelles agricoles qui sont directement en bord de cours d'eau sont connectées en termes de transfert de matière en suspension au chenal, là-dessus il n'y a pas de doute, quoi qu'on peut encore interroger ça, mais quid des parcelles qui se trouvent un petit peu plus à distance des cours d'eau? Finalement, avec tous les réseaux de fossés, de routes, de haies, etc., elles sont quand même connectées d'une certaine façon au chenal. Donc l'idée est de voir comment faire le lien entre les pratiques agricoles et les entrées de MES dans les hydrosystèmes. Et puis, on suit également le déstockage au sein du cours d'eau en faisant des mesures d'érosion de berge et puis en mettant en place des turbilimètres, etc., pour essayer de quantifier, de détecter quelles sont les sources prépondérantes d'entrée de MES dans les hydrosystèmes bas normands. Et puis, moi, j'ai eu du mal à parvenir à mes amours, et ça, c'est en cours de développement. Je ne peux pas m'empêcher, moi, de revenir vers la charge grossière, parce que c'était quand même mon petit truc pendant ma thèse, alors je ne peux pas m'en empêcher. Et je me demande finalement si ça n'a jamais été étudié, cette question de la charge de fond sur les cours d'eau de faible énergie. Parce qu'on part du principe où comme il n'y a pas d'énergie, il ne se passe pas grand-chose, et notamment dans la mobilité des particules. Donc là, c'est un travail qui vient juste d'être entamé. C'est mener une réflexion déjà sur la possibilité de mobilité des particules.
certes, il existe de la charge de fond dans les cours d'eau, normalement. On la voit, elle est là, elle est présente, elle participe à la mise en place des habitats, elle participe à la constitution des formes fluviales, elle est présente. Quel est son niveau de mobilité dans le chenal? Donc pour ça, on fait du traçage. Traçage par peinture ou alors traçage par transmetteur passif. Je pense que vous avez déjà tous déjà vu ce type de traçage. C'est des petits dafalgans qui coûtent en plus pas cher, donc on peut multiplier. Ce sont à chaque fois des techniques qui sont très peu coûteuses, donc on peut multiplier ce type de suivi. Et donc c'est des petits dafalgans, ça doit être 2,30 €. Ça fait 23 mm, on insère ça dans les cailloux et puis on met en place dans le chenal et ça permet d'avoir un suivi individuel des cailloux en fonction de leur taille. Donc ça donne des informations supplémentaires par rapport à simplement de la peinture. On arrive à suivre avec notre antenne ensuite, tel caillou s'est déplacé là, donc ça permet d'avoir des trajectoires de mobilité, des seuils de mobilité, etc. Et puis une autre question, c'est que purée, cette charge de fond qu'on voit dans le fond des cours d'eau, d'où elle vient? Parce que honnêtement, moi quand je regarde les berges, sur mes systèmes bas normands, je vois que de la MES qui résulte de cette forte aggradation plurimillénaire. D'où vient cette charge de fond? Est-ce qu'elle vient des berges? Ça veut dire que la mobilité étant très faible, les quelques grains présents dans les berges parviennent à constituer quand même ce tout petit matelas de fond de chenal? Ou est-ce qu'il y a une entrée qu'on a loupée Donc en ça, on fait des suivis de mobilité latérale. Donc on utilise pour ça différents outils. Des plus sophistiqués, on a avec des TLS, ce sont des lidars terrestres qui permettent d'avoir des scans très précis des érosions de berges. Ou encore une fois, pour multiplier les sites, on utilise des méthodes un petit peu plus, j'ai envie de dire, classiques, mais qui restent quand même suffisamment précises pour ce qu'on veut faire, avec, vous voyez ici, des tiges d'érosion en berge. Ou encore, on utilise les systèmes racinaires des arbres, parce que la structure de la racine varie dès qu'elle est mise en exposition aérienne, dès qu'elle sort de la berge. Donc il suffit de mesurer le recul de berge entre la racine et la berge, de prendre une tranche de racine et de regarder quand sa structure change, et on arrive comme ça à dater un petit peu les érosions de berge. Hop là. Et tout ça, ça va nous permettre après en termes de gestion, de venir nous questionner sur finalement quelle dynamique sédimentaire est-ce qu'on est en train de restaurer, et notamment dans le cadre de la suppression des ouvrages, qui se multiplient de plus en plus. Est-ce qu'on est en train de faciliter des entrées de MES latérales? Est-ce qu'on est en train de restaurer une véritable continuité sédimentaire relative à la charge de fond? Et puis une autre question, c'est que finalement, aujourd'hui, on voit qu'on a des charges grossières au fond de cours d'eau. Là, suite à la suppression d'un ouvrage, la photo passe pas très bien avec la lumière, mais le système, par exemple, a été purgé en sédiments grossiers. Donc, est-ce que finalement, le fait de décloisonner ces cours d'eau de faible énergie, on n'est pas doucement en train d'accélérer la purge en sédiments grossiers de ces systèmes-là? Donc tout ça, c'est également pour amener ensuite je ne vais pas dire des solutions de gestion, ce serait vraiment beaucoup trop prétentieux que de sortir les choses comme ça, mais du moins d'aider un petit peu les gestionnaires dans le cadre de la mise en œuvre de leur action de restauration et les aider notamment sur les aspects de gestion de la charge grossière. Parce que moi, j'ai de la chance dans mes partenaires terrain, ils sont complètement passionnés et ils mettent en place énormément d'expérimentations. Donc c'est relativement excitant aussi intellectuellement. Ils font plein de tests. Et donc, nous, ça nous permet de participer au suivi de ces tests pour essayer de capitaliser un petit peu ces retours d'expérience et puis pouvoir définir des trajectoires, des scénarios et puis amener des aspects un peu plus appliqués en termes de gestion sédimentaire. Donc en conclusion, ça va, je ne suis pas encore trop longue? Je vais vite. Ça va être très, très rapide. Je vais être aussi pessimiste que mon collègue Alain Crave. C'est que pour l'instant, on a beaucoup de questions, puis on a encore un peu de réponses, parce que finalement, c'est que depuis la mise en application de la DCE qu'on se tourne vers ce type de système-là, parce que c'est que depuis l'application de la DCE, quasiment, que les problématiques relatives à ces cours d'eau de faible énergie émergent. Un autre aspect relativement important, c'est que finalement, si on veut appréhender le fonctionnement de ces hydrosystèmes à l'échelle du bassin versant, pour avoir vraiment une gestion intégrée, je pense qu'on ne peut pas se passer de la collecte de données quantitatives pour rentrer dans le détail de la connaissance des processus en cours. Et pour ça, c'est mon avis, il est difficile d'échapper à la collection de sites. Pour avoir le maximum de capitalisation de données et pour essayer justement d'être le plus représentatif de la diversité qu'on peut voir sur le terrain. Et puis tout ça, bien sûr, ça repose sur un partenariat entre scientifiques et gestionnaires qui est essentiel, parce que les gestionnaires ont une connaissance intime du fonctionnement des cours d'eau et nous guident
nous, dans le choix, des sites à suivre les plus pertinents, etc. Et nous aide également à avancer dans nos questionnements. Et puis des réponses, peut-être qu'on en aura dans pas très très longtemps, parce que ça y est, on a mis en place un petit programme scientifique auquel l'Agence de l'eau a donné son accord pour participer, enfin Seine-Normandie a donné son accord pour participer financièrement. Donc le chantier est en marche, ça y est, on s'est mis en ordre de bataille, et puis j'espère vous revoir prochainement avec des premiers résultats. Merci pour votre attention. Oui, moi j'avais une question sur les matières en suspension. En fait, j'en avais deux, mais j'en posais qu'une. Je vais laisser les autres en poser aussi. J'avais une question sur les matières en suspension. Alors pourquoi ? Parce que c'est un paramètre qui, on sait qu'il agit très fort sur la biologie. Alors la biologie comme étant unité de mesure de l'atteinte du bon état. Donc voilà, ça agit très fort et on est un petit peu quand même en panne d'outils et on sait que c'est quelque chose qui agit très fort et on n'a pas les outils pour le mesurer et on n'a pas les méthodes pour les éviter. Donc on est vraiment dans une situation un peu bizarre, ce qui fait qu'on sait que c'est un paramètre très impactant qu'on minore très nettement dans l'évaluation et dans l'action. Tout ça parce qu'on ne sait pas mesurer. Et par exemple, on ne sait pas, alors peut-être que j'espère que vous allez me dire le contraire, mais parce qu'on n'a pas les outils qui permettent, entre autres, de déterminer l'origine. Et on peut très bien se tromper aujourd'hui. Donc on parle bande enherbée, limiter les flux, etc. Sauf que si on est dans un cas de déstockage interne, sur reprise de berge, eh ben on se trompe complètement. C'est-à-dire qu'on ne gagnera rien en faisant des bandes enherbées. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il existe ou il va exister à court terme des outils opérationnels qui permettraient, un, de déterminer d'où ça vient, et deux, de quantifier les gains possibles selon les axes dans lesquels on agit? Je vais vous faire une réponse de Normand. Pour ce qui est du traçage, c'est clair que sur les MES, c'est très compliqué. Très compliqué parce que c'est très vite coûteux et c'est très vite technique de faire du véritable traçage de MES. Nous, l'approche qu'on a eue au sein du laboratoire, ce n'était pas du traçage véritablement particulier, mais c'est une approche spatiale de l'entrée de MES, en allant sur le terrain, en regardant les connexions en période de forte pluviométrie, en essayant de suivre finalement le chemin des particules. Ça maintient quand même un gap, un problème, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer l'origine exacte des particules. Néanmoins, ça nous a permis de mettre en évidence l'impact du piétinement sur les têtes de bassin versants et puis l'importance par mobilité latérale et déstockage au sein des cours d'eau, chose qu'on n'attendait pas réellement du fait de la faible mobilité. Là-dessus, j'ai envie de dire que l'outil le plus simple, c'est déjà d'essayer de discriminer ce qui est de l'ordre de l'entrée agricole et de l'entrée interne dans le cours d'eau. Et pour ça, les suivis de recul de berge, ça peut être mis en place de façon assez facile par rapport au traçage de MES à proprement parler. Donc pour le traçage des MES, ça reste compliqué. Mais en revanche, on peut déjà essayer de discriminer ce qui vient de la parcelle agricole et ce qui vient de la berge en faisant des mesures de recul de berge de façon assez simple. Ça ne demande pas une grande... une évaluation indirecte, tout à fait. On va voir ce qui se passe sur les berges. Ouais. Et on essaye d'en déduire l'origine, on va dire, à la louche. La plus probable des MES. Oui. Ou alors, essayer de... Peut-être rentrer dans des diagnostics, effectivement. Oui, après, c'est de la métrologie qui est difficile, pour des gestionnaires, qui est difficile à mettre en œuvre, ça c'est certain. Oui, à propos de la métrologie, c'est clair que nous, quand on veut suivre, par exemple, le problème des MES dans les rivières, ne serait-ce que d'estimer les flux, on se tourne vers des stations permanentes. C'est-à-dire que c'est le seul moment où on peut essayer d'estimer cette relation avec le débit. Ce qu'on essaye de faire, c'est de voir si, effectivement, il y a un lien direct entre des variables qu'on peut mesurer dans la rivière et les concentrations et les flux de MES. S'il y a un lien direct, à ce moment-là, on est plutôt tendance en train de dire la rivière participe pas mal. C'est-à-dire que les MES sont très connectés à ce qui se passe dans la rivière. Et s'il n'y a pas de lien direct, c'est-à-dire qu'on a des hystérésis ou ce genre de choses, à ce moment-là, on peut évoquer un problème de stock qui est quelque part et pour lequel tout le flux d'eau ne va pas forcément participer. Donc c'est un peu l'approche qu'on a, mais ça, pour travailler là-dessus, effectivement, on est sur des systèmes de mesure qui sont lourds, mais avec des sondes, on utilise des sondes, nous, qui sont au l'ordre de 10 000 €,
Mais après, il faut installer tout le génie civil si on veut faire des prélèvements pour contrôler ce que va donner ces sondes, parce que c'est des mesures indirectes avec des techniques d'optique. Donc c'est vrai qu'une installation comme ça est très pertinente si on veut rentrer un peu dans le processus de transfert des sédiments, parce que cette relation, on va dire, débit d'eau, concentration, débit de matière, en fonction de sa dynamique, peut nous donner des informations sur un peu l'origine. Après, ça ne dispense pas de faire du traçage, qui c'est souvent des traçages isotopiques ou géochimiques, sur des rapports pour voir si ces rapports-là sont localisés, ou est-ce qu'ils sont localisés dans le bassin versant. Mais c'est une thématique de recherche en soi, ça. On n'a pas tout de suite la réponse. Donc, j'utilise mon deuxième droit de parole sur la question des... Alors, aujourd'hui, il y a une question qui est traitée d'une manière un peu systématique, c'est la question de la charge granulo. Et on a des programmes aujourd'hui en cours et des actions très fortes de recharge granulométrique qui commencent à être à des échelles significatives quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus et lequel il est. En fait, c'était ce que je mettais ici, notamment dans ma présentation, si j'arrive à remonter, non ? Hop. C'est que la question de la recharge, elle est complexe parce que finalement, ça dépend aussi de l'objectif de cette recharge. Donc avoir un avis sur la recharge globale, c'est compliqué parce que ça va dépendre du type de système sur lequel on fait et ça va dépendre aussi des objectifs recherchés. Moi, je vois, dans le cadre de la Basse-Normandie, on suit des terrains où l'objectif, ça peut être simplement la stabilisation du profil en long. Auquel cas, on va chercher volontairement à faire de l'introduction de charge et faire en sorte que ça ne bouge pas. Parce que justement, on ne veut pas de modification de la pente du système. On va avoir aussi, sinon, des recherches qui vont avoir pour objectif de la restauration d'habitat, où là, la problématique, elle va être encore différente. Et puis, j'ai envie de dire que les tests qui sont actuellement mis en œuvre sont tellement variés qu'il est difficile, sur des systèmes aussi qui sont tellement diversifiés, qu'il est difficile d'avoir un avis sur la recharge, à proprement parler. Donc, d'où le besoin de capitaliser actuellement les expériences pour peut-être définir des grandes règles. De mise en application avec des conseils derrière sur le calibrage des granulos en fonction des objectifs recherchés, etc. Donc c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Justement, sur cette recharge en granulat, vous commencez à dessiner des outils de dimensionnement. J'en parlais tout à l'heure là, sur le dimensionnement. En fait, pour l'instant, la recharge en granulat, on l'a fait un petit peu au pif, quoi. Allez, le cours d'eau, il ne va pas faire bouger ce caillou-là, ou au contraire, il va être en capacité de déplacer ce volume de sédiments, puis on va faire un prorata de cette manière-là entre telle granulométrie et telle granulométrie. Mais en termes de dimensionnement, au final, on n'a pas grand-chose. Et je rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure dans votre exposé. On se base sur des documents qui sont très intéressants, mais qui ont été faits sur d'autres échelles, sur d'autres territoires, et qui, avec un peu de recul, on le voit bien, ne sont pas assez adaptés aux spécificités de nos hydro-régions ou de nos grandes hydro-régions. Vous parliez de la Basse-Normandie, mais sur le massif armoricain, c'est exactement pareil. Et on aurait intérêt régionalement à préciser ces classes de puissance en fonction des capacités d'agissement sur la morphologie. Ouais. Non, je suis dans l'expérimentation comme vous. Je suis désolée, c'est pour ça que je vous dis c'est un chantier qui s'ouvre là, et on n'a pas encore de résultats. Justement, on expérimente. On expérimente, tout comme vous en Basse-Normandie, avec en plus les contraintes financières. Très souvent, pour la calibration du granulat à réintroduire, on prend du pied de but. Parce que c'est moins coûteux. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de calibration. Et c'est bien là tout l'enjeu justement de notre travail. C'est d'aider à calibrer ça. Donc c'est en chantier, je vous dis, rendez-vous dans 4 ans. Merci. Oui, juste pour compléter, c'est Gabriel Melin de l'ONEMA. On a un travail en cours avec l'Adréal Centre en 2 temps qui vise d'une part à faire un bilan, en fait, un état de l'art de la recharge granulo, donc en France notamment, mais aussi à l'étranger, puisqu'il y a certains territoires qui sont particulièrement fournis en matière de recharge granulo. Et le deuxième temps de ce travail, ce serait justement d'établir un guide de bonne pratique, entre guillemets, de cette technique de restauration. C'est difficile aujourd'hui de donner des échéances, mais a priori, ce serait pour 2016. Voilà, pour la fin de l'année 2016.
avec la sortie de ce document en 2 temps. Donc, voilà. Sur la recharge, il y a quand même moyen, en faisant des simulations sur un cours d'eau, de dire quelle va être la taille de grain qui va probablement partir ou pas. Donc on n'est quand même pas non plus dans l'inconnu complet. Sur les seuils de transport, les choses comme ça, il y a des choses qui sont connues. Ah non, prédire le déplacement particulier, etc., avec les contraintes de cisaillement, Voilà, etc., donc, ça, on sait faire pour la calibration globale. Après, ça va être le rapport entre ces équations-là et la réalité de fonctionnement du système localement qui va poser problème. Ils sont un peu connus quand même. Ah bah non, la théorie, Dieu merci, sur les connaissances fondamentales, on a bien avancé. Après, la question, ça va être la mise en application, bien sûr. D'où la nécessité de définir les nouveaux seuils régionalisés pour mettre en adéquation l'existant.